Bonjour, bienvenue à Home Run. Patrice Groslo, propriétaire de McGill Immobilier et Anger Walkers. On est aujourd'hui avec Benoît Sans Souci. Bonjour Benoît. Bonjour Patrice. Ça va bien? Très bien. Écoute Benoît, ramène-nous en arrière. C'est quoi ce fameux matin où on se réveille puis on se dit go, courtage immobilier it is? Mais on recule à 2007. J'avais alors 20 ans. Fait que pour moi, c'est la première carrière. Je venais de construire une maison. Le cégep, c'était moyen, un peu tannant. Puis j'ai vu que la construction était une facette dans laquelle j'avais une certaine facilité. Je venais de faire un beau projet. Fait que j'ai dit, tant qu'à en construire plusieurs, ben, je vais carrément les vendre. Fait que je me suis inscrit au collège de l'immobilier, déménagé à l'île des Sœurs, puis mon aventure a commencé. C'était quoi avant ça? Ça aurait été quoi sinon toi ta carrière quand t'étais au secondaire plus jeune? Tu t'aspirais à quoi comme métier? Ah, ça se serait peut-être dirigé vers le génie mécanique, mais j'avais pas nécessairement fait un bon départ au cégep. Puis je pense qu'avec du recul, de toute façon, ça aurait pas été une brèche. Non, c'est ça, exactement. Okay. Fait que je pense que je suivais plutôt mes amis à cette époque-là. Bien que j'étais très autonome dans mon côté critique et j'avais mes propres pensées, mais c'était peut-être un peu tôt pour prendre un choix de carrière définitif. Écoute, on sait que les 3 premières années en courtage, c'est les années charnières, difficiles. Ouais. Et c'est là qu'il y a vraiment un écrémage qui se fait. Ça a été comment? Année 1, 2, 3 pour toi dans le courtage? Moi, contrairement à ce que je viens de dire, ou ce qu'au cégep c'était difficile, à un moment donné, j'ai fait le pont, là, où dire non, c'est pas une méthodologie de travail, ça. Là. Fait que j'ai complètement switché. Puis je suis devenu un très studieux. Quelqu'un qui m'aurait vu presque dans la même année, a fait c'est pas la même personne, il y a un jumeau, ce gars-là, c'est sûr. Puis ce que ça a donné, c'est que mes notes au collège immobilier étaient excellentes, surtout en mathématiques. Fait qu'en étant bon en mathématiques, ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a dirigé vers le courtage immobilier, on va dire commercial, multirésidentiel à cette époque-là, plus ciblé. Puis j'ai travaillé avec un courtier qui était spécialisé dans ce domaine-là. Fait que très tôt, tu t'es dirigé vraiment en commercial. Ouais, tout ce qui était chiffre. Écoute, je te connais, là, on collabore ensemble souvent et tout. Tu dois être un de nos courtiers au niveau qui est le plus cartésien, au niveau des documents, au niveau des analyses. Tu étais un de nos courtiers qui est le plus fort qu'on a. Donc c'est fascinant d'entendre. Je ne savais pas cette genèse-là de scolarité où tu n'avais peut-être pas l'intérêt et que là, tu as trouvé ta voie dans le courtage parce que pour moi, dans ma tête, tu étais un premier de classe. Donc, je suis content. J'étais bon pareil. J'étais quand même dans un programme enrichi, option football, là, mais je mettais certainement pas les efforts requis. Pas de plaisir à le faire. Non, fait que j'étais un chanceux. Je vais peut-être en hériter quelques-uns. Là. Mais en effet. Puis là, après ça, c'était de la rigueur volontaire. Puis quand on met de la rigueur volontaire dans n'importe quel projet, là, les résultats sont bons, puis c'est pas par chance. Là. Écoute, on se connaît depuis plusieurs années, on a beaucoup d'amis en commun, on se croisait dans plusieurs événements. Tu étais, comme tu le disais, plus spécialisé dans le commercial, ce qui n'était pas notre réalité. On avait vraiment McGill, qui était plus le projet neuf. Anger Walkers, plus la revente haut de gamme. Mais là, on peut l'annoncer, c'est un scoop, on ne l'a pas encore sorti publiquement. Mais une des raisons de ton association et de ta venue, c'est vraiment pour nous chapeauter, nous aider aussi. Dans l'ouverture, on ouvre la division Anger Walkers commercial. On va être les premiers en Amérique du Nord. C'est une division qui existe en Europe, qui est très, très puissante en Europe. Mais évidemment, Anger Walkers a voulu prendre le temps de bien établir sa division résidentielle haut de gamme avant de rentrer la division commerciale. Ils ont décidé de le faire avec leur joueur numéro 1 au monde. Ils se sont dit, s'ils sont capables de se structurer aussi bien et d'être aussi performants en résidentiel, ils vont sûrement être capables de faire la même magie qu'ils ont fait avec McGill, Anger Walkers résidentiel et Anger Walkers commercial. Et de là, nous, notre choix de commencer à aller sélectionner les joueurs puissants dans l'industrie du commercial. Et justement, tu l'as dit, ta capacité d'analyse, de détail. Donc, ton apport à l'agence est bien au-delà d'être un simple courtier. On te demande conseil sur une base hebdomadaire, voire même quotidienne, les différents logiciels qu'on utilise. C'est toi qui les as tout analysés, qui nous a fait tes recommandations et tout ça. Donc, merci pour ta contribution. Mais là, je pense qu'on de plus en plus, il y a une effervescence qui s'installe. On a de plus en plus de courtiers commerciaux qui viennent, de nouveaux collègues qui se joignent à toi et tout. Et là, on voit le volume de transactionnels, le prix des transactions. C'est plus rare de voir les 10 millions, 20 millions monter. Et là, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, la magie commence déjà à opérer. Comment tu vois ça, toi, notre lancement dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? C'est quoi ta vision de ce qui s'en vient? C'est une association très bénéfique pour moi pour le moment. Bon, elle va l'être pour vous aussi, là, parce que si je suis content, vous êtes content, on est tous les deux contents. Mais essentiellement, je pense que c'est très stratégique d'Anger Walkers de venir ici, installer le résidentiel, performer le résidentiel, puis après ça, amener les add-ons, on peut dire, comme le commercial qui est performant là-bas. Puis moi,
ayant vu ça, ayant vu aussi la magie que vous avez faite, toi et Debbie et toute l'équipe, évidemment, ben, je me dis qu'il y a des grosses chances que ça soit dupliqué, tout ça. Mais ça Puis fait j'ai le goût pas de faire peur. partir de ça. Mais ça fait pas peur un peu, justement, cette pression-là du succès McGill, succès EV, que là, est-ce qu'on est capable de répéter 3 en 3? Est-ce que ça met pas un peu de pression? Ben, c'est Justement? intimidant, c'est sûr, mais tu sais, on carbure à l'intimidation positive, Ouais, on parle. Là. ouais. Tu sais, quand c'est un challenge, ben évidemment, tu veux te dépasser. Puis si le challenge n'est pas assez fort, ben tu n'as pas la motivation de mettre les efforts. Alors non, c'est très excitant pour moi. Puis tu parlais aussi de la collaboration avec les autres courtiers dans l'agence. En effet, plusieurs mandats déjà comme ça que j'ai eu ou que je suis sur le point d'avoir qui sont en collaboration avec des courtiers. Je pense que ces gens-là apprécient le fait que j'ai constamment continué de me former à travers les années. Ouais. Puis, Parce que tu sièges sur différents comités aussi dans les ouais, associations du courtage et tout ça. Tu es impliqué à plein de niveaux. ouais, Donc, ton champ de connaissances est très varié, très large. Donc, c'est un atout c'est ça. pour tes collègues. Et... Ouais, puis pour les nommer, parce que justement, cette implication-là, pour moi, tant personnel, mais on parle ici professionnel, c'est super important. Alors, je suis administrateur sur le conseil d'administration de Centris et celui du Collège de l'immobilier. Alors, veut pas, on est là pour l'entrée des nouveaux de la relève, puis aussi avec les outils qui sont actuels pour que les courtiers sur le terrain soient performants et qui donnent un bon service. Mais je pense aussi qu'on arrive dans un moment charnière pour le volet commercial du courtage, parce que le courtage commercial a toujours eu un peu une réputation un peu Far West cowboy. C'était le festival, comme on dit, du pocket listing, Ouais, du plus backstabbing. en silo, ouais. C'est dur de se faire respecter là, dans le courtage commercial. Ça prend souvent plusieurs années. Il y a comme une chasse gardée à pas beaucoup de courtiers. Et là, c'est un des plans que l'association, l'OSC, l'association des courtiers immobiliers, veut s'attaquer à cette espèce de régulariser tout ça d'un peu en équivalence comme on le fait dans le résidientiel Ouais. et tout ça. Donc, c'est des années, il y a Ben, beaucoup de la choses qui s'en viennent, collaboration là. ne devrait pas avoir deux niveaux, on Exact. s'entend. On collabore bien en résidentiel, on collabore bien en commercial, ça devrait être un peu la même affaire. Évidemment, il va y avoir des petites variétés ou des trucs qui vont être différents d'une industrie à l'autre, là, mais à la fin de la journée, les rapports humains devraient être les mêmes. Mais au final, c'est que c'est des sommes aussi. Les courtiers commerciaux, les gros courtiers commerciaux, on parle de transactions des fois là, de centaines de millions, donc on peut imaginer le commissionnement. Donc c'est sûr que quand on parle de sommes aussi importantes, les gens, le côté requin ressort des fois beaucoup plus que ce qu'on peut voir dans le résidentiel. En effet, mais tu sais, ces transactions-là se font pas par chance. Là. Les gens qui les chapeautent habituellement sont compétents, puis ils vont rechercher cette compétence-là autour d'eux. Puis évidemment, ben là, tu sais, les courtiers commerciaux qui n'en font pas nécessairement régulièrement, ben des fois, ils n'ont pas cette mise à niveau-là égale à ceux qui en font plus régulièrement. Fait qu'on le voit, ce petit clash-là, surtout pour une de ces raisons-là. Mais pour les vieux de la vieille, comme on dit, est-ce que tu sens qu'ils sont réfractaires ou il y a une ouverture à cette nouvelle génération-là qui arrive avec des nouvelles approches, des nouvelles idées et justement plus collaboratives au fond? Parce qu'ils sont, je pense, à la fin de la journée, ils sont pas méchants, là, tu sais, mais ils sont collaboratifs, mais peut-être plus entre eux, au lieu que ce soit comme Quand le respect s'est généralisé. Ouais, installé, c'est ça. là. Fait que l'idée, c'est de rentrer dans... percer le marché puis d'être avec eux, mais il faudrait que les barrières se baissent un peu pour que ça soit plus normalisé. Écoute, Benoît, tu as une particularité chez nous parce que Engel Walkers, évidemment, on a d'autres super divisions. On a une division aviation. Engel Walkers Aviation, on vend des avions privés, tout ça. On a la division yachting, tout ça. Mais toi, d'un point de vue avionique, tu es un pilote aguerri. Écoute, puis moi j'ai Merci. vu la dernière avion que tu pilotes, on parle quand même, on a vendu beaucoup de résidences qui valaient nettement moins cher que ton Ouais. avion. Ben, plus que tu en parles, puis évidemment, ben, l'immobilier, pour faire ce domaine-là, on n'a pas le choix d'être passionné, là, c'est un prérequis de base, mais il y a une autre passion qui m'anime vraiment beaucoup, moi, puis c'est l'aviation, justement. L'avion auquel tu fais référence, pour les intéressés et passionnés aussi qui regardent cette vidéo-là, ça s'appelle un Cirrus 522 Turbo 2018. Si vous voulez googler ça, là. Très bel appareil. Moi, j'ai la chance de me promener dans le nord-est de l'Amérique. Je vais en Floride de temps en temps aussi. Mais c'est une machine qui est faite là, pour être efficace dans un rayon, on va dire, de 4 heures de vol. Là. Et Mais là, avec ce qui s'est passé dernièrement dans les nouvelles, parce que justement, là, on a eu malheureusement un accident récemment là, d'aviation. Donc, ouais. est-ce que ça ramène une réflexion? Est-ce que ça ramène une crainte ou la passion? Parce que moi, je pense que cet appareil-là, par exemple, il y a une particularité. C'était pas un Ouais, il y a un parachute. parachute dans l'avion. Fait que tous les occupants à bord vont être sauvés en cas d'un pépin similaire à celui qu'on vient de voir cette semaine. Fait que si ça m'arrivait demain, puis on ne le souhaite pas, j'aurais une alternative différente, ou du moins
Par curiosité, parce que là, moi, ça m'intrigue. Comment ça fonctionne? C'est comme, là, l'avion tire on C'est tire, ça, j'aurais une flèche de plus à mon arc qui ferait en sorte que au moment du constat où ce que le moteur ne fonctionne plus, si c'est ça la cause, là, évidemment, je ferais toutes mes manœuvres pour m'assurer d'essayer de le réanimer, ce moteur-là. Mais sinon, j'ai une petite poignée qui est juste ici, qui fait en sorte que si je la tire avec une force de 45 livres, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas si dur à tirer. Il y a un roquette dans la queue de l'avion qui va lancer un parachute, en réalité, puis le parachute va venir s'ouvrir. Dans l'espace d'une 10-12 secondes, là, grosso modo, là, le parachute est complètement ouvert, puis c'est l'avion qui descend au sol. Fait que tranquille. 100% d'efficacité à date si c'est fait en haut de 500 pieds, en bas de 200 nœuds. Alors, c'est une police d'assurance qui a été utilisée, qui va encore être utilisée demain, que je vais utiliser dans l'éventualité où j'en ai besoin, puis qui va probablement sauver les meubles. Parce que voler, c'est quand même un fantasme universel. Tout le monde rêve et tout ça. Donc, est-ce que tu as toujours cette crainte-là existe ou justement le fait d'avoir un avion aussi avancé, justement, on apprécie puis on pense pas non, du non, tout. Non, vraiment pas. Faut surtout pas faire ça. Faut surtout pas tomber dans le confortable. Ça arrive juste aux autres. Moi, j'ai un avion neuf, super équipé. Faut que ça soit constamment dans notre tête. Faut être capable de faire la part des choses, de dire est-ce que ça me paralyse assez ou est-ce que je pars plus voler. Faut pas que ça coupe la passion. Mais faut être conscient que si ça arrive, encore arriver, tu veux juste pas être celui sur lequel le jeton tombe. Puis évidemment, puis là encore une fois, je commande pas l'accident, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut prévenir. Je dis, encore une fois, là, je dis rien, je commande pas du tout l'accident, mais moi, de mon côté, il y a bien des choses que je m'assure de faire avant chaque vol qui va peut-être éviter une tragédie ou un événement. Mais ton appareil, tu l'utilises aussi d'un point de vue professionnel. Tu as volé avec des clients, tu as survolé. On vend des fois, on a des superbes domaines de milliers et de milliers d'angles, donc ça devient un outil, de vraiment, visite. Vraiment génial. Puis juste pour faire la part des choses aussi, là, ça prend peu de mon temps. C'est l'immobilier, mon emploi principal. Ce que je fais, c'est, bon, évidemment, je suis un pilote professionnel privé pour une compagnie qui est à Saint-Jean. Mais j'ai la chance de le prendre personnellement, cet avion-là. Alors, les belles relations à travers les années font en sorte que je le prends personnellement, puis je le prends aussi personnellement pour mon travail. Alors, que ce soit pour aller voir des terrains en Gaspésie, survoler des domaines, survoler des projets de développement à venir. J'ai fait ça souvent, j'ai amené des clients, puis habituellement, les gens apprécient. Mais tu aurais pu vivre ta vie, gagner bien ta vie aussi d'être pilote. Est-ce que ça aurait déjà été quelque chose que tu as... Pilote de ligne, est-ce que tu as tes licences? J'ai obtenu ma licence de pilote de ligne en juin, ça, je suis très très content. Mais non, ça n'a jamais été quelque chose que j'aurais voulu en faire un métier. J'en fais un métier qui est, on pourrait dire, un sideline, qui est une deuxième passion où j'en tire un peu de rémunération, mais c'est vraiment pas sur ça que je C'est plus le côté passion. Ouais, ça comble le côté passion que je continue de voler. Puis bon, là je vis cette passion-là à travers le lifestyle de quelqu'un d'autre. Éventuellement, peut-être que ce sera Angle Invokers commercial qui aura un avivion brandé. Je te donne Je suis obligé de contribuer financièrement à cet avion. Peut-être que tu vas le faire avec plaisir. Qui sait en temps et lieu, mais c'est un équilibre. Hein. Je veux dire, des gens qui vont faire de l'équitation, moi je m'en vais en avion. Écoute, on est impliqué dans plusieurs fondations et tout, donc souvent on demande aux courtiers de participer. Et là, à ma belle surprise, tu es impliqué, toi, avec les grands frères depuis quand même longtemps. Ça fait que... Grand frère, grande sœur depuis 2015. En 2015, c'était avec Michael, un petit garçon. Et en 2019, Marshall, un autre petit garçon, qui lui se trouve avoir 14 ans. Écoute, donc, au fond, tu deviens un modèle. Est-ce qu'aujourd'hui, à te voir aller, est-ce que c'est des gens qui aspirent à piloter un avion, à être courtier immobilier? Est-ce que tu deviens vraiment le modèle suprême à atteindre? On l'espère, hein, on espère les motiver, puis pas nécessairement à prendre le voie qu'on prend, mais qui trouve sa propre voie, puis qui croque la pomme, là, puis qui met toutes ses énergies là-dedans. Ça doit faire de la jalousie de grand frère, là, à un moment donné, quand on part en avion. Mais on se compare pas. Un, il y a 19 ans, l'autre, il y a 14. Alors, ils sont à des stades qui sont différents. Un, le processus est fini, mais je garde contact avec lui. L'autre, on est... Non, je parlais plus, mettons, d'autres grands frères. Parce qu'à un moment donné, c'est comme le jackpot du grand frère, quand tu peux te promener en avion avec ton grand frère. Ils sont chanceux. Le mec, je l'ai amené. Marshall, je ne l'ai pas encore amené parce que je veux qu'il y ait des bonnes notes, que ça soit mérité. Fait qu'il sait action-réaction. C'est ça. Fait que grosso modo, il sait que cette année, c'est important pour lui. C'est son R3. Et c'est une récompense que je vais certainement y offrir s'il performe bien. Mais on parle souvent aussi de l'hygiène de vie là, chez les courtiers, parce que moi aussi, je crois que les courtiers doivent quand même se reposer, bien dormir, s'entraîner, bien manger, tout ça. Je pense que
c'est faux là, de travailler 23 heures sur 24 à un moment donné. La performance n'est plus là. Je sais que tu es un très, très grand sportif. Là, C'est quoi ta routine de semaine? Comment tu structures ton horaire dans une semaine de type de courtage? Ben, je suis très organisé, fait que j'utilise un système qui fait en sorte que je vide ma tête là, tous les jours. Comme ça, ça va revenir au bon moment, opportun. Ce qui fait en sorte que quand je me lève le matin, sans le savoir, je sais ce que je vais faire. Évidemment, très rigoureux aussi dans la tenue de l'agenda puis des notes. Et évidemment, tu l'as dit, là, l'hygiène de vie est importante. Mais pour moi, c'est important de bouger. Je ne pourrais pas justement faire 23 sur 24. Ça serait complètement débalancé. Alors, ce que je vais faire quand je me lève, ben là, évidemment, je vais prendre un bon déjeuner, mais souvent, je vais m'entraîner avant. J'ai vu des vidéos de ton entraînement. Là, il y a entraînement et entraînement. Là. On parle Ben, j'essaie solide, de là. simuler l'athlète, là, Ok. comme je prends ça au sérieux. Fait que Ouais. quand on fait du courtage, on veut bien le faire. Quand on s'entraîne, on veut bien le faire. Ouais. On pilote, on veut bien le faire. Fait que j'applique le même principe dans chacune des sphères. Comment tu vois le courtage commercial pour les prochaines années? Est-ce que l'avenir du courtage évolue, reste status quo d'un point de vue day-to-day pour un courtier Ah, ça commercial? va Ou évoluer grandement. c'est quoi le gros changement que tu vois? Ça va être la technologie, OK. justement. Puis, Quoi, une automatisation des analyses ou c'est quoi entre autres, AI? entre autres, à quel point on peut rentrer en contact avec les courtiers rapidement, ou peut-être même les vendeurs. Ou, il va se passer plein de choses au niveau technologique, mais à la fin de la journée, la pandémie vient nous le prouver. De toute façon, Patrice, là, tu le sais, là, on a automatisé déjà beaucoup de choses, on a fait des rencontres virtuelles, il y a beaucoup de choses, on a robotisé beaucoup de processus. Moi, je fais plus le ménage du plancher chez nous, là, j'en ai une petite vadrouille qui passe. Là, mais l'humain va toujours quand même apprécier le contact humain. Ouais. Puis dans le courtage immobilier, c'est des décisions importantes, que ce soit au niveau investissement ou résidence personnelle. Il va toujours avoir de la place pour le bon courtier, compétent, attentionné, à l'écoute, rigoureux, dans une transaction immobilière. Parce que Alors, là, il va falloir avoir un côté social, des bonnes attitudes, mais la poutine un peu plus... est-ce que c'était la mode d'être courtier commercial en ce moment? Parce qu'il me semble que je vois là, sur les médias sociaux, obtention, licence commerciale, licence commerciale. Est-ce qu'on est en train de vivre la même chose qu'on a connu dans le résidentiel? On est passé de 6 000 courtiers à 8 000 à 16 000. Là, on arrive dans le commercial, on dirait que c'est les mêmes proportions qui sont en train de se passer. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir de façon permanente plus de courtiers commerciaux ou est-ce que c'est juste un effet de mode puis qu'il va y avoir un écrémage? Ben, ceux qui vont chercher leur licence commerciale, je pense, c'est pour être capable de faire peut-être du multirésidentiel, qu'est-ce qui va être en haut de 5 logements, par exemple. Mais Pas perdre le deal qu'il aurait Ouais, perdu auparavant exact- une fois de temps en temps. Exactement. Est-ce que c'est bon? Ce que tu fais régulièrement, tu vas exceller. Ce que tu fais une fois de temps en temps, ça va être moyen. C'est un fait, là. C'est normal. Alors, oui, je pense qu'il y a beaucoup de courtiers qui vont chercher leur licence commerciale pour ça, combler le petit manque potentiel qui va arriver à un moment donné. Mais est-ce qu'ils vont en faire un métier ou une spécialisation? J'en doute, parce que c'est une analyse qui est différente. Il faut être organisé, il faut être structuré, il faut être analytique, parce que c'est des chiffres. On parle d'investissement pour la plupart du temps. Alors, des rendements, Et l'affaire, il y a toujours une façon de présenter les chiffres pour leur faire dire à peu près ce qu'on veut. Donc, Ouais. ça devient l'important aussi du côté achat, de bien les analyser, de ne pas faire nécessairement confiance non plus tout le temps aux chiffres présentés, de pouvoir les décortiquer puis de voir les tricks of the trade, comme on dit, pour Exact. minimiser des faiblesses, augmenter des forces et tout. Comment tu vois les acheteurs, parce que souvent, historiquement, on était quand même des gens très locaux et tout, national et tout. Comment tu vois l'apport international au niveau commercial? Est-ce que tu vois un engouement pour le Canada, pour la province, pour Montréal? Ou... Ben, pour le moment, personnellement, moi, je vais le voir bientôt, quand ça sera effectif, surtout avec Angle Invokers Commercial qui va venir s'installer. C'est sûr que ça va amener, je pense, des investisseurs étrangers. Mais pour le moment, moi, mon day-to-day jusqu'à aujourd'hui était très local. Alors, je ne peux pas élaborer tant que ça, mais C'est qu'il n'y a pas beaucoup, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'inventaire, il y a beaucoup de gens qui cherchent, donc on est exact. capable de trouver preneurs à des prix intéressants localement ou nationalement. Ouais, Complètement. Mais tu penses que éventuellement, ça c'est un apport qui est. ben oui, certainement. Je veux dire, Montréal va rester Montréal. C'était Mais les joueurs locaux, est-ce qu'eux ont un intérêt pour hors de la province, hors du pays, ou eux aussi restent 100% local, la majorité des gros acheteurs ou gros investisseurs?
Ben, les gros investisseurs qui. Tu sais, t'as plein de lois fiscales au niveau de l'impôt, au niveau de la gestion, au niveau de la dynamique, au niveau des. Tu sais, acheter aux États-Unis ou acheter au Canada, c'est pas nécessairement la même chose, là. Tu sais. Il y en a qui vont se spécialiser dans leur domaine. Puis de toute façon, moi, je pense que quand tu es prêt à aller à l'international, tu as maîtrisé ton secteur local. Ouais. Alors, Mais souvent, ce qu'on dit aussi, c'est que l'acheteur, comparativement, mettons, à Vancouver, Toronto, Montréal, on a des immigrants ou des acheteurs étrangers qui s'en viennent s'établir ici. Fait que l'autre notion aussi, c'est que là, tu parles de loi fiscale, mais si tu as un acheteur asiatique ou un acheteur qui arrive de l'étranger, ben, il arrive, dans 5 ans, il a sa résidence permanente et tout ça. Donc, sa réalité, pour moi, ça reste un acheteur, historiquement, qui est un acheteur étranger, mais qui est rendu avec une réalité canadienne. Donc, je pense que c'est ça la grosse force du Québec, c'est la force migratoire. On en parlait, là, je pense qu'il y a 2 semaines qu'on envoyait les chiffres. Toronto, 110 000 immigrants par année. La deuxième ville en importance en Amérique du Nord, c'est Montréal, ouais. à 55 000. Et ça, on pense régler le problème de main-d'œuvre, il faudrait monter à du 120 000 par année. Donc, d'avoir cet apport de gens aisés qui arrivent de partout dans le monde. Donc, je pense qu'il risque d'y avoir, d'un point de vue commercial, peut-être pas des acheteurs qui sont à l'étranger pur et qui font juste immobiliser de l'argent, mais des gens qui sont originaires de l'étranger ou une immigration récente. Fait que c'est ça que dans les chiffres, des fois, canadiens ou SCHL ou tout ça, là, les données sont pas. Mais moi, je le vois, je le sens. D'un point de vue résidentiel, on est à, comme on disait, 20% étrangers, 40%, incluant les 20% d'étrangers, d'immigrants récents. Donc, j'ai l'impression, moi, qu'avec les années, le commercial devrait refléter la même chose. Les gens viennent d'abord avec une acquisition résidentielle et leur transfèrent leurs actifs au fil du temps. Donc, je pense que les chiffres sont juste un petit peu retardés, mais j'ai l'impression que cette force-là internationale, ce réseautage-là international va devenir une réalité, là, que les Ouais. frontières vont tomber. Mais le marché est temps. stable au Québec. Je veux dire, on n'aura pas de coup d'État ici. Fait que c'est très, très safe de venir mettre son argent. C'est safe de le mettre dans une maison puis de miser sur la plus-value à travers les années. Mais c'est aussi très safe de le mettre dans un bloc appartement ou dans un terrain ou un centre commercial. Bon, centre commercial, c'est peut-être plus délicat ces temps-ci, là, mais dans des actifs qui sont commerciaux, l'industriel a la cote ces temps-ci, où que non seulement il va y avoir une plus-value qui va se faire, mais aussi des rendements à court terme, là, à tous les mois qui Mais c'est ça sont aussi, générés. toi, vraiment ta force, c'est le multilogement. Ouais. C'est vraiment ton champ d'expertise. Là, c'est sûr que quand on parle de commercial, tu as l'industriel, le bureau. Il y a évidemment aussi toutes les entreprises, les rachats d'entreprises, parce que là, on fait affaire quand même avec les 3 grandes firmes fiscales ou d'avocats qui font les accélérations d'immigration. Il y a à peu près 1600 cas au Québec par année. Donc, souvent, ces gens-là, soit qu'ils doivent acheter un certain montant en résidentiel unifamilial, ça va être la portion de maison, mais il y a souvent un achat. Ce qui va être le plus facile pour eux, c'est de racheter une entreprise, souvent qu'il n'y a pas une nouvelle génération pour prendre la relève et tout ça. Donc, là, c'est tout le fonds de commerce et tout ça de certaines entreprises aussi qui va peut-être être plus rapide que le multilogement parce que la demande locale, comme je suis d'accord avec toi, la demande locale de multilogement n'a jamais été aussi forte. J'ai jamais vu autant d'argent au Ouais. Québec, j'ai jamais vu ça. Là. Il y a beaucoup plus d'argent québécois qu'on peut l'imaginer, de grandes fortunes et En effet. Puis ça fait des TGA qui sont à la baisse, en effet. Fait que des fois, c'est de se retourner et de dire, OK, il y a des entreprises, c'est peut-être une alternative ou d'autres actifs qui vont être intéressants aussi là, à analyser. Mais en effet. Mais au niveau rentabilité, est-ce que tu penses qu'on atteint un plancher en ce moment? Ou est-ce que les gens C'est sont prêts à accepter ou tu penses qu'il y a encore de la place c'est pour. super dur à dire, Patrice, Ouais. parce que les plus grands cerveaux s'entendent pas. Alors, tu sais, qui suis-je pour arriver et trancher? Mais je suis un éternel optimiste qui fait en sorte on voit ailleurs dans le monde des rendements encore plus bas. Est-ce que Montréal pourrait continuer de descendre? À la fin de la journée, là, l'investissement dans une vingtaine d'années est quand même payé. Là, tu sais. Ouais. Alors, Mais d'un point de vue social, justement, c'est quoi la responsabilité? Est-ce que ça revient aux fonds d'investissement? Parce que pendant des années, on a toujours parlé, les fonds qui possèdent des multilogements, on parle des gros, gros blocs et tout ça. Mais tu as aussi monsieur, madame, tout le monde qui ont acheté un triplex, qui ont rénové au fil des années, fait forger pendant les vacances, les week-ends et tout ça, qui ont mis de l'argent et du temps là-dedans. Donc, on diabolise un peu souvent l'investisseur immobilier, mais est-ce que c'est la responsabilité de ces fonds-là, pour tous les logements abordables, les logements sociaux et tout ça, ou est-ce que c'est une responsabilité gouvernementale, municipale? C'est quoi la piste de solution pour régler un problème qui en est un quand même? ouais, c'est probablement un mélange de toutes ces réponses. Là. Malheureusement, je n'aide pas beaucoup dans ma réponse. Mais je pense que tout le monde, faut qu'il mette la main à la roue pour arriver à enrayer, façon de parler, là, c'est peut-être pas le bon mot, mais à aider un processus comme
comme celui-là, j'ai pas la réponse. Puis c'est difficile pour moi d'élaborer sur ce sujet-là parce que je pense qu'il me manque des paramètres. OK. Puis on ne les connaît peut-être pas tous non plus. Tu sais, des fois, il y a tellement d'informations qui circulent dans les journaux ou dans des études spécialisées, c'est très difficile de se faire une tête puis d'arriver à dire c'est ça qu'il faut faire, c'est ta faute, c'est toi qu'il faut qu'il pousse plus. Mais moi, aujourd'hui, je suis pas capable de dire c'est quoi qu'il faut faire en Il privé. n'y a rien d'évident. Puis c'est pour ça que Non. peut-être aussi que ça traîne depuis autant d'années. Qu'il y a Exactement. autant d'administrations municipales et tout qui ont essayé de s'attaquer au problème, mais finalement, il n'y a rien d'évident. C'est ça. Il y a un coût rattaché à tout ça. On est quand même déjà bien imposé. On dépense à notre système de santé qui prend un petit peu plus que la moitié déjà de nos impôts. Donc, c'est des choix de société. Hein. Si on coupe d'un côté, c'est des vases communicants. Il n'y a pas de recette magique. Quand on est rendu à la moitié, hein, là, c'est l'effet psychologique. Quand tu donnes déjà la moitié, là, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu t'en vas, tu restes? Bonne question. Écoute, le commercial, il y a toujours des rebondissements dans les transactions. Là. Souvent des transactions qui peuvent prendre des mois, voire des années avant de se conclure ou non. Il y a beaucoup de déceptions aussi en commercial. As-tu arrivé des choses exceptionnelles, des affaires rocambolesques et tout? As-tu des anecdotes croquantes, comme on dit? Ben oui, j'en ai quelques-unes, plusieurs même. Ça fait quand même déjà plusieurs années que je fais ça, mais une qui va combler mes deux passions, là, qui va peut-être être bonne pour toi aujourd'hui, là, puis que j'ai un certain plaisir à raconter parce que le dénouement est positif. On est dans une situation compliquée où on a des délais à respecter, mais comme tu sais, il y a des délais qui sont de rigueur, d'autres qui sont pas de rigueur. Alors, il y a un peu plus d'élasticité pour ceux-là, mais quand c'est spécifié rigueur, une minute plus tard, hein, on sait que c'est terminé. Puis ça s'enlignait bien. Au début de la journée, on était supposé avoir la documentation signée. Il y a des délais. Bon, la technologie, c'est bien, mais des fois, il peut y avoir des petits glitches aussi. On reçoit pas le document. Moi, j'ai un vol à 2 heures. OK? Dans mon livre à moi, au début de la journée, dans mon plan initial, tout va être réglé avant que je parte. Il est 2h moins 5, j'ai pas encore reçu la documentation. Un délai de rigueur, mon vol est à peu près 1h30. Bon, je vais avoir du jeu quand je vais atterrir. Avant de décoller, il y a des délais. J'en ai pour une vingtaine de minutes avant de décoller. Fait que déjà là, je viens de réduire considérablement mon heure d'arrivée. On décolle, le contrôleur nous fait passer par une route complètement différente de ce que j'avais initialement organisé, ce qui fait en sorte que là, je vais peut-être être en retard. Là, je vois l'heure, là, je me dis, OK, non, ça, c'est pas bon, là, tu sais. Fait que finalement, on était dans une région qui n'était pas si montagneuse. J'ai demandé au contrôleur d'aller à l'altitude la plus basse légale possible, dans l'espoir d'avoir du réseau cellulaire. J'étais chanceux. Il était suffisamment bon pour que je puisse recevoir le courriel que j'attendais, y faire les modifications, renvoyer la signature, tout ça là, dans le cockpit à 15 minutes avant d'arriver. Puis, écoute, quand je t'atterris, tout était fait, tout était réglé. Je me suis donné une bonne tape dans le dos, je me suis dit, c'était facile. Ben, Donc, c'était pas pantoute, là, tu sais. Il y a un contrôleur aérien qui avait contrôle sur ta commission potentielle. Oui, exactement. Lui disait non, c'était fini. S'il disait non, disons que ça aurait rajouté une couche de complexité dans cette transaction-là. Wow. Mais j'étais très content, très fier quand je m'en allais chez nous. Par la suite, j'ai fait hey, ça, c'est une journée vraiment le fun. Là. Parce que tu sais, tu as le gut feeling, tu dis on est tellement proche, il y a un événement hors de ton contrôle qui arrive, tu es déconnecté, tu veux, mais tu peux pas. Puis là, avoir mis ça dans un film, on aurait dit yeah, right. Ouais, c'est ça. Écoute, ça aurait peut-être pas fait le box-office, mais ça aurait été non, on n'y aurait pas cru. Là, ouais, non, c'est ça. Exactement. Il est parti, ouais. tu sais, là. Anyway, ouais, ça c'est la beauté de combiner mes deux passions qui font en sorte que j'ai... Tu te vois prendre ta retraite à quel âge, du courtage? J'ai pas compté, mais disons que je me vois pas arrêter. Toujours. Est-ce que ralentir ou tu penses que tu seras pas capable, que l'athlète en toi, le compétiteur en toi va continuer à ces rythmes-là? Ah, à mon avis, ça va être les mandats qui vont changer. Pour là, il va peut-être en avoir moins, plus... ouais, des mandats peut-être plus compliqués. Ouais. Tu sais, où est-ce que tu as besoin de compétences encore plus grandes pour justement aller chercher ce sentiment-là d'accomplissement. Vois-tu enseigner dans le courtage commercial? Est-ce que c'est une passion? Ben, je sais que tu suis une formation en ce moment universitaire spécialisée. Concordia en fait une très intéressante dans laquelle j'ai assisté. Là, c'était très, très bien. Peut-être donner au suivant, ça fait partie de moi depuis très longtemps. Alors, on verra. Mais c'est certainement pas exclu, là, mais chaque chose en son temps. Écoute, Benoît, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur le commercial. T'es très connaisseur de tous les détails, les statistiques, tout ça. En nous souhaitant mutuellement un bon succès avec Angle Walkers commercial, on y croit. Beaucoup. On investit beaucoup d'argent dans l'aventure, mais
Écoute, j'ai hâte de refaire cet échange-là 1 an après le lancement officiel pour voir si on avait mutuellement raison de se faire confiance. Ben, j'en doute pas. Merci, salut. Salut.